Souleymane Bachir Diagne, vous êtes philosophe, éminent spécialiste des sciences et de la philosophie islamique. Vous avez été conseiller pour l'éducation et la culture d'Abdou Diouf. Avant d'enseigner à Columbia University, on vous doit de nombreux ouvrages. Le prochain paraîtra à la rentrée, Enquête d'Afrique avec un S en pluriel, au pluriel, entre parenthèses, pardon. C'est un dialogue avec Jean-Loup Amsel. Jean-Loup Amsel, vous êtes anthropologue et ethnologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, rédacteur en chef de Cahiers d'études africaines. Vous avez notamment travaillé sur les questions d'identité, de métissage et de multiculturalisme. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages. Je vais commencer avec vous, Souleymane Bachir Diagne. Ce n'est pas la première fois que vous dialoguez avec Jean-Loup Amsel. Vous vous êtes rencontrés d'abord par écrit, j'allais presque dire affrontés au départ par écrit, puis vous êtes rencontrés physiquement. Pourquoi cette fois-ci, votre dialogue nécessitait l'écriture d'un livre? Vous avez raison d'abord de dire j'ai rencontré Jean-Loup Amsel en le lisant. Tout d'abord, parce qu'évidemment, quand on est africain, intéressé aux choses africaines, on lit des ouvrages qu'il a écrits comme Logique métisse ou Branchement, qui restent mes préférés de ces textes. Ensuite, à un moment donné, il a publié un ouvrage important qui s'appelle L'Occident décroché, dans lequel il a en gros tenu la thèse selon laquelle l'Occident est en train d'être décroché par des intellectuels de ce qu'il appelle les intellectuels tricontinentaux d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Inde, pour l'essentiel. Et donc, il a établi une sorte de galerie de portraits des intellectuels de ces trois régions du monde qui décrocheraient l'Occident. Et je me suis trouvé en bonne compagnie parmi ces intellectuels. C'était mon premier contact direct avec Jean-Loup Amsel. C'était la première mention qu'il faisait de mon travail et de ma trajectoire. Ensuite, nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Cité Philo, où nous étions invités tous les deux. Et c'était en 2014. Et nous avons eu un dialogue direct à la radio sur France Culture, interrogé par Adèle Van Rett. Et là, nous avons pu confronter nos positions, mesurer nos convergences, également faire état de nos divergences. Mais c'est allé très vite. Vous savez, c'était une émission de radio qui ne pouvait pas durer une éternité. Et par la suite, nous avons continué à dialoguer par texte interposé. Jean-Loup a consacré un chapitre final d'un ouvrage qu'il a écrit à ce qu'il a appelé Ma philosophie musulmane. Il nous a semblé, lorsque nous nous sommes rencontrés au Festival du Livre de Paris de l'année dernière, que la meilleure chose à faire, c'était au fond de nous asseoir ensemble et d'échanger sur des sujets qui sont des sujets de préoccupation commune. Et il nous a semblé important de le faire parce que lui et moi, me semble-t-il, représentons dans la configuration générale de ce qu'on pourrait appeler les études postcoloniales, les réflexions décoloniales, des positions qu'il est probablement important et intéressant de confronter et d'offrir à des lecteurs. Alors vous venez de prononcer les mots postcolonial, décolonial. Jean-Loup Amsel, le sous-titre du livre, c'est Universalisme et pensée décoloniale. Comment est-ce qu'on est passé des études postcoloniales finalement à la pensée décoloniale? Si je vous ai bien lu, c'est pas la même genèse. Non, c'est pas la même genèse. Parlez bien dans le micro. Oui, c'est pas la même genèse parce que les études postcoloniales mettent en exergue le rôle de la traite esclavagiste atlantique et de la colonisation dans la configuration du monde actuel, y compris au Sud. Y compris au sud comme au nord, y compris pour ce qui concerne les banlieues, les quartiers, comme on dit ici, des villes françaises ou des villes européennes en général. Le paradigme décolonial, c'est différent parce que c'est essentiellement l'œuvre de penseurs latino-américains et ça fait remonter notre modernité actuelle à 1492, qui est une date pour eux charnière dans l'histoire de l'humanité, au sens où c'est
en 1492, que les Juifs ont été expulsés d'Espagne, que les musulmans ont été expulsés d'Espagne, et que l'Amérique a été découverte ou envahie, selon les points de vue. Parce que pour les décoloniaux, évidemment, il s'agit d'une invasion de l'Amérique et pas d'une découverte. Donc c'est dans le cadre de ces deux paradigmes que nous avons été amenés, Suleiman, et d'ailleurs je reconnais que c'est son mérite parce que je l'ai un peu égratigné dans mon livre L'Occident décroché, mais comme c'est un homme de dialogue, et c'est un des seuls d'ailleurs qui a accepté de dialoguer avec moi à la suite de la parution de ce livre, donc je reconnais ces mérites, nous avons décidé d'échanger nos points de vue, et notamment sur la question de l'universalisme, parce que nous sommes tous les deux universalistes, ce qui n'est pas le cas de tous les post-coloniaux et décoloniaux, mais nous ne sommes pas universalistes de la même façon, pour les mêmes raisons. Lui est un universaliste de la triangulation, c'est-à-dire qu'il pense qu'il faut qu'il y ait plusieurs langues pour que l'universalisme s'exprime. C'est ce qu'il appelle penser de langue à langue. Moi, je suis un universaliste qui pense qu'il faut privilégier les ressemblances entre les cultures plutôt que de mettre l'accent sur les différences. On va y revenir, mais vous allez trop vite parce que j'ai une question de Candide à poser à Souleymane Bachir Diagne. Quand on entend postcolonial ou décolonial, est-ce qu'il faut le comprendre comme anticolonial? C'est vraiment une question de Candide. C'est sûr que ces champs sémantiques se recouvrent. Il s'agit toujours, dans les deux cas de figure, de faire pièce à la colonisation. Et de ce point de vue-là, anticolonial serait un bon chapeau pour les deux termes. Dans le post-colonial, il s'agit effectivement de prendre la mesure de ce qui est devenu notre monde. J'insiste sur la date de Bandung. Je crois que la date de Bandung, 1955, cette conférence de Bandung, où des pays déjà décolonisés se réunissaient avec des pays africains qui allaient être décolonisés, et ces pays se réunissaient en l'absence de l'Occident. C'était important, se parler directement. Donc ce monde qui allait se mettre en place après Bandung, c'est le monde du pluriel, de la pluralité, effectivement, de culture et de langue considérées désormais comme toutes équivalentes. Ça mettait fin à ce qui était l'universalisme, un universel assuré de soi-même, où au fond, l'Europe ne se posait pas de questions, elle avait la particularité d'être universelle, si vous pensez ce jeu de mots facile, et puis son universel, au fond, devait orienter le reste du monde. C'est cette forme d'universalisme qui a explosé avec Bandung. La présence du monde colonial dans le monde tel que nous vivons et le décentrement que cela a provoqué, il fallait en tenir compte, tout en gardant un universel d'universalité, un horizon d'universalité. Encore une fois, vous avez deux positions possibles dans une configuration comme celle-là, où vous dites « nous sommes dans le pluriel absolu », chaque culture ne se justifie que dans son contexte propre. On n'a pas de droit de regard, de droit transculturel de juger une culture. Et nous voyons tout de suite les impasses où ça nous mène. Ou bien alors, nous disons, effectivement, il y a du pluriel. Il n'y a pas un universel de surplomb, une culture qui se tiendrait à la verticale de toutes les autres cultures et qui donnerait le là. Mais dans un cas comme celui-là, nous ne devons pas être dans un monde fragmenté. Nous devons être dans un monde qui ait une visée commune, ne serait-ce que pour les questions éthiques et pour les questions de droits humains. Et pour la découverte que nous avons faite pour notre plus grand malheur aujourd'hui, que la terre où nous vivons est devenue un monde fini, comme disait Valérie, il va bien falloir que nous travaillions ensemble à l'habiter. Je vais vous relancer là-dessus, Jean-Louis Amsel, mais vous avez parlé d'universalisme et d'universel. C'est pas la même chose, il faut bien faire la distinction. Et on peut se poser la question, après vous avoir lu, finalement, si l'Europe, qui s'est souvent considérée comme détentrice de l'universel, n'est pas sur le déclin aujourd'hui avec cet universel-là. Alors, avec cet universel-là, certainement, et je crois que là-dessus, on est tout à fait d'accord, Souleymane et moi, parce qu'on est tous les deux anticoloniaux. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai pas du tout de position ambiguë à cet égard. Mais faut-il renoncer pour autant à l'universalisme selon une autre forme, c'est-à-dire celle que je préconise, c'est-à-dire l'idée qu'il faut rechercher des ponts entre les différentes cultures, des ressemblances entre ce que les Américains, les Anglo-Saxons appellent les commonalities, les communs entre les différentes cultures. Par exemple, prenons un exemple précis. Si on peut comparer les théories du pouvoir en Afrique, précoloniale, j'insiste,
et les théories qui prévalaient dans la France, les théories du pouvoir qui prévalaient dans la France de l'Ancien Régime. On peut très bien comparer la théorie de la guerre des deux races, celle qui a été utilisée pour analyser l'histoire de la France, qui opposait les Francs venus de Germanie, ancêtres de l'aristocratie, aux Gaulois et aux Gallo-Romains, ancêtres du tiers-État. Eh bien, on retrouve exactement la même théorie du pouvoir en Afrique précoloniale, avec les autochtones, maîtres du rituel, maîtres du sol, qui sont censés être les indigènes au sens propre, et puis les conquérants venus de l'extérieur, et qui sont les fondateurs des États, des royaumes et des empires. Donc c'est ce type de ressemblance qui, moi, m'intéresse, et c'est souvent ce type de ressemblance qui n'est pas mis en évidence par les anthropologues, parce qu'ils insistent à tout prix sur le relativisme culturel, le fait que les différentes cultures du monde, qui sont elles-mêmes le produit de la colonisation, d'ailleurs dans leur forme actuelle, en fait sont incommensurables. On ne peut pas les comparer. Il y a l'identité wolof, il y a l'identité française, et ce sont des entités incommensurables, et il faut essayer de rapprocher l'une et les unes des autres. On va y revenir encore une fois. Si je vous ai bien compris, c'est une question de perméabilité finalement. Voilà. Et j'ai envie de vous demander, Souleymane Bachir Diagne, si cette perméabilité se rapproche de votre théorie de la traduction qui est extrêmement intéressante. Absolument. Perméabilité, vous avez dit, c'est un mot important. Traductibilité ou traduisibilité. C'est-à-dire que la traduction est un bon paradigme, dit comme ça pour faire savant, est un bon modèle pour penser précisément le fait que les cultures humaines ne sont pas des insularités, ne sont pas des identités séparées, et qu'il y a à l'intérieur de chaque culture déjà des capacités de décentrement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je parle très rarement de culture, je ne parle jamais de culture, je préfère parler des langues. Parce que les langues, c'est repérable, c'est précis. Et parce que les langues également, cela me permet d'aller vers la traduction. Comment se rencontre-t-on dans le pluriel des langues? Eh bien, on se rencontre dans la traduction. Ngugi wa Thiong'o, un écrivain kényan qui vit aujourd'hui aux États-Unis, très célèbre écrivain kényan, dit deux choses très justes. Il dit d'une part que chaque langue porte en elle-même la mémoire du monde. D'une certaine façon, une langue est toujours le reflet de la totalité du monde. Deuxième chose, il dit la langue des langues, il y en a bien une, mais c'est la traduction. Ce qui est d'ailleurs une manière d'élargir le propos bien connu d'Umberto Eco qui disait la langue de l'Europe, c'est la traduction. La langue des langues d'Ngugi wa Thiong'o, c'est la traduction. Cette idée donc que la raison pour laquelle nous ne sommes pas enfermés chacun dans une identité qui serait une identité incommunicable, une expérience incommunicable, c'est parce que la traduction est cette opération qui devrait être impossible et qui pourtant réussit toujours. Voilà le grand paradoxe de la traduction qui m'intéresse, et parce que la traduction m'offre précisément le modèle de ce que j'ai appelé tout à l'heure la visée d'un horizon commun. On se rencontre dans la traduction de manière horizontale. Des langues sont en contact les unes avec les autres. Les langues, évidemment, il y a toujours de la domination dans la traduction. Les éditeurs et les libraires qui sont ici le savent bien. Si on regarde quelle langue est traduite ou quels textes sont traduits dans quelle langue, on voit tout de suite qu'il y a des langues supérieures, dirons-nous, dans cette écologie des langues, et des langues inférieures. Mais dans l'acte même de traduire, ce moment précis où je suis en train de traduire un texte anglais en langue française, de ramener ce texte anglais dans ma langue, qui est la langue française, eh bien, c'est un moment où je les mets en contact. Je ne réfléchis plus en termes de domination, je réfléchis au contraire en une espèce d'éthique de la traduction qui crée de la réciprocité entre les langues. Ce mot de réciprocité, je le lis, quant à moi, dans la traduction, et c'est un des concepts les plus importants de mon travail, et je suis heureux que la conversation que j'ai eue avec Jean-Loup m'ait permis de le mettre en lumière dans ce livre. C'est très bien dit dans l'introduction du livre, dans la préface qui est excellente. Ces questions de post-colonisation, décolonisation sont entrées à l'université et dans le domaine de la recherche il y a à peu près une vingtaine d'années. J'ai l'impression qu'aujourd'hui elles entrent aussi dans la pensée grand public, pas toujours de la bonne façon. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est que finalement, même si vous n'êtes pas toujours d'accord, vous arrivez à un point de vue nuancé sur une question qui divise énormément aujourd'hui, qui est celle de l'identité, du repli identitaire et de l'identité religieuse. Vous avez le sentiment aussi que ces idées-là font leur chemin
dans le grand public aujourd'hui? Moi, je pense que, s'agissant de l'identité, justement, je crois qu'une des critiques que je ferai au postcolonialisme et à la pensée décoloniale, c'est qu'elle a remplacé une analyse en termes de groupes sociaux, hein, de classe sociale, si vous voulez, par une analyse en termes d'identité. Et justement, l'inconvénient de cette pensée décoloniale, c'est qu'elle met au premier plan la notion d'identité et qu'on est tous en train de, si vous me passez l'expression, d'en crever de cette notion d'identité. Parce qu'on aboutit à une crispation des identités, qu'il s'agisse d'identités dominantes, hein, par exemple, je ne sais pas moi, l'identité des Français de souche, ou d'identité des minorités discriminées, qu'il s'agisse des Noirs, des Arabes, etc. Donc je pense qu'il faut renoncer, et je pense que là, sur ce plan-là, on est d'accord, Souleymane Bachir Diagne et moi, au-delà de nos différences, parce que ce qu'il dit sur les langues, moi je ne suis pas du tout d'accord. Les langues n'existent pas, selon moi. Les langues sont des créations des grammairiens, des auteurs de dictionnaires, etc. On avait promis qu'on ne referait pas le débat. Hein, mais... Oui, mais c'est quand même important parce que la question de l'identité, elle sort de la question des langues. Les langues sont les mères de l'identité, des identités. Or, moi je pense qu'il n'y a pas de langue. Les gens parlent la langue qu'ils parlent. Il y a des langages, mais il n'y a pas de langue en soi, il n'y a pas de langue française. Je sais bien qu'il y a une académie française, il y a des dictionnaires de langue française, mais en fait, la langue qu'on parle, c'est la langue que chacun d'entre nous parle. Hein. C'est la façon dont on s'approprie un corpus linguistique qui peut emprunter au Wolof, qui peut emprunter au français, qui peut emprunter à l'anglais, qui peut emprunter à l'allemand ou à l'italien. Voilà. Donc c'est ça. Et là, je pense que pour se déprendre de la mauvaise question, de la question funeste de l'identité, il faut renoncer à l'idée que les langues sont des îles, justement, comme l'a dit Souleymane, des monades. Là, je pense qu'on est d'accord, mais on n'en tire pas les mêmes conclusions, les mêmes conséquences. Voilà. Je suis obligé de vous donner un tout petit temps de réponse quand même, puisqu'on a relancé le débat. Les langues n'existent pas, mais on les parle. Et on s'entre-traduit d'une langue à l'autre. Par conséquent, je prétends, étant philosophe par métier et par profession, comprendre tout ce qu'on me dit, mais je ne comprends pas une proposition, les langues n'existent pas. Je vais revenir sur la question précédente, Souleymane Bachir Diagne, sur cette question d'identité, de repli identitaire, d'identité religieuse. Vous êtes né en Afrique, vous vivez beaucoup en Europe, vous enseignez aux États-Unis. Vous avez le sentiment que dans ces régions du monde, cette perception de l'identité est différente? Il y a des problèmes d'identité, évidemment, qui se posent aujourd'hui. Nous, comme dit Jean-Loup, nous crevons des identités, nous crevons aujourd'hui des ethnonationalismes. On va les appeler comme ça, parce que c'est mieux que populisme. Il y a quelque chose de noble dans populisme, parce qu'après tout, il y a peuple. En revanche, ethnonationalisme, c'est vraiment ce qui nous menace aujourd'hui. Et on a vu des manifestations d'ethnonationalisme un peu partout. On en a vu aux États-Unis, non pas seulement dans les élections, mais également dans ce défilé absolument épouvantable et de néo-nazis dans les rues de Charlottesville. On a vu le Ku Klux Klan reprendre du poil de la bête. Et on a vu une réponse à une crise qui est liée à l'identité, faisant que beaucoup de jeunes noirs américains ont été tués par la police. Et derrière la multiplication de ces incidents, il faut lire cette idée selon laquelle la police a, à un moment donné, adopté une culture qui faisait croire que sa mission était de policer la cité contre des gens qui sont des jeunes noirs avec des hoodies sur la tête. Ça, c'était effectivement le côté meurtrier des identités. Il nous faut apprendre à sortir de cela. Il nous faut penser un monde qui soit un monde où, encore une fois, nous sachions habiter ensemble, construire notre humanité ensemble. Un mot pour lequel j'adore d'ailleurs utiliser un mot de la langue bantou, malheureusement, tu m'excuseras, je fais exister la langue bantou. Ce mot est Ubuntu, utilisé par Nelson Mandela et Desmond Tutu quand il s'est agi de dépasser les horreurs de l'apartheid et de construire une nation dite arc-en-ciel, une nation réconciliée. Faire humanité ensemble, ce serait la meilleure traduction de ce mot-là. Eh bien, nous avons besoin de faire cela, et je reviens encore une fois au concept de traduction dont je parlais tout à l'heure. Il me semble que la traduction n'est pas la pire des manières de penser cette Ubuntu, cette manière de faire humanité ensemble. Alors, restons une seconde peut-être sur la philosophie africaine. Est-ce que ça vaudrait la peine, c'est une des questions qui est très légèrement abordée dans le livre, est-ce que ça vaudrait la peine de publier davantage d'ouvrages philosophiques en Wolof, en Lingala ou dans d'autres langues?
Ceux qui nous feront l'amitié de lire notre livre découvriront un passage que j'écris en Wolof et en mathématiques. Je me suis beaucoup amusé à le faire parce que je suis parti du principe, évidemment, que seuls mes lecteurs Wolof pourront lire ce petit bout de page, mais que les autres souriront de ce que je dis, je l'espère. Il s'agit pour moi de dire une chose, c'est qu'il est important, en effet, me semble-t-il, que les langues africaines redeviennent, elles l'ont été, redeviennent des langues de science et de création. C'est la conséquence de la prémisse que j'ai posée tout à l'heure, d'un monde post-Bandung où le pluriel serait important. Je suis un compagnon de route de la philosophe Barbara Cassin et de son dictionnaire des intraduisibles. Et je l'accompagne dans la réflexion sur les langues, sur cette prémisse qui doit être que toute langue aujourd'hui sait qu'elle est une parmi plusieurs. Il n'y a pas une langue, de la même manière qu'il n'y a pas d'universel de surplomb, il n'y a pas une langue qui serait la raison incarnée. Toutes les langues de ce point de vue-là sont équivalentes et il est important pour des gens qui, comme moi, sont des philosophes qui avons beaucoup écrit en français et qui avons beaucoup écrit en anglais, que j'écrive également, que j'apporte ma pierre au corpus des textes philosophiques en langue wolof, puisque c'est celle que je parle. Jean-Loup Amsel, on ne va pas se cacher les choses, c'est un texte exigeant, mais totalement accessible. On n'est pas obligé d'avoir fait de grandes études pour comprendre ce que vous dites. J'ai le sentiment que quelque part, peut-être que tous les deux, vous posez les bases d'une réflexion plus large et peut-être d'une théorisation du postcolonialisme et du décolonialisme. Bah, écoutez, si on y a réussi, c'est une bonne chose. Hein. Je vous remercie de le dire et peut-être qu'on peut s'en féliciter. En tout cas, je pense qu'on a fait le ménage à fond. Souleymane Bachir Diagne sans concession. Sans concession. On est allé au fond des choses. On n'a rien esquivé. Bon, peut-être, c'était peut-être parfois un peu abrupt, disons. Mais comme Souleymane est un homme de dialogue, je l'ai dit tout à l'heure, et qui a toujours voulu continuer à ce qu'on s'entende même sur nos désaccords. Parce que c'est ça la question, c'est pas tellement d'être d'accord sur tout, c'est s'entendre sur ce qui est l'objet même de nos désaccords. Et je crois qu'on y est, de cette façon, on y est, de ce point de vue-là, plutôt, on y est parvenu. Je crois qu'on est parvenu à se mettre d'accord, ce sur quoi on n'était pas d'accord. Voilà. Souleymane Bachir Diagne, vous avez le sentiment d'avoir posé les bases d'une... Sauf sur les langues, parce que là, je crois qu'il n'a pas compris. Non, mais je crois qu'on a compris que vous n'étiez pas d'accord sur cette question-là. Vous avez l'impression d'avoir posé les bases d'une réflexion théorique peut-être. Je crois. Il me semble véritablement que dans ce dialogue que nous avons eu, nous avons contribué à éclairer des questions qui effectivement sont des questions très actuelles, des questions qui traversent toutes les sociétés, en particulier la société française. Nous l'avons dit, et Anthony Mangeon, qui nous a fait l'amitié d'écrire la préface de ce livre, l'a également rappelé, les études dites post-coloniales ont mis du temps à arriver ici en France. Elles nous sont venues des États-Unis. Elles ont créé d'ailleurs au départ un rapport, une sorte de rejet très important avec le livre de Bayard et le livre de Jean-Loup également, L'Occident décroché. Et nous sommes à une phase un peu plus apaisée, je crois, où les concepts qui ont besoin d'être éclairés sont en train de l'être. Et il me semble que notre conversation est une contribution majeure à l'éclairage de ces concepts. Je vous en remercie infiniment, Souleymane Bachir Diagne, Jean-Loup Amsel. Je rappelle le titre de ce livre, En quête d'Afrique, avec le S final d'Afrique entre parenthèses. Je vais vous demander de remercier nos deux orateurs avec vos applaudissements.